Au 19e siècle, les conspirations de chemin de fer et de prix gonflés ou fort réduits ont été suffisants pour assurer le monopole des oligarques. Mais à l'époque où la couronne britannique, la famille royale néerlandaise, les Rothschild et les autres oligarques européens commençaient à ouvrir le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient à l'exploration pétrolière au début du 20e siècle, l'objectif n'était plus de maximiser les profits ou la domination de l'industrie pétrolière, ni même de contrôler la diplomatie internationale. C'était de contrôler et de façonner le monde lui-même, ses ressources, son environnement, ses gens. Afin d'atteindre cet objectif, l'oligarchie avait besoin de se refaire une beauté. De nos jours, le nom Rockefeller est plus susceptible d'être associé à Rockefeller Plaza ou à l'université Rockefeller plutôt qu'à la Standard Oil. Il est donc difficile de s'imaginer à quel point John Dee était détesté à son époque. Il était le chef du monstre Standard Oil, une pieuvre étranglant le monde dans ses tentacules, un jardinier aspergeant tout concurrent à sa fleur de monopole avec les pires herbicides. Comme les plus riches le savent trop bien, il était une cible facile pour les frustrations de la classe ouvrière, mais magnétique pour les pauvres qui cherchaient de l'aide. He received on average 50 to 60,000 letters a month asking for help. Dozens of people followed him in the street. Literally, crowds stood around the Standard Oil offices, waiting for him to come out. Little children, painfully thin, crying in the street and so on. Rockefeller felt overwhelmed. Assiégé par les opprimés, méprisé par l'ouvrier, traqué par Ida Tarbell et la presse muckraking, John Dee devait relever le plus grand défi en relations publiques. Et la solution était simple, inventer l'industrie des relations publiques elle-même. Il a embauché Ivy Ledbetter-Lee, un expert journaliste devenu expert en communication qui a inventé l'industrie des relations publiques modernes pour redorer l'image ternie des Rockefeller. C'est Lee qui a suggéré de donner son nom de famille au Rockefeller Center et le tournage vidéo de John Dee distribuant des pièces de monnaie aux pauvres. An early master of public relations, Lee used the media which the muckrakers had used to disgrace Rockefeller to turn him into a sympathetic figure. Ivy Lee recognized early the power of the new moving picture and used newsreels to show a remarkably benevolent Rockefeller. I am very grateful to you and to a host of people who are so kind and good to me all the time. Why? Because you're so good to everybody. Yes, you are. As Ivy Lee began to kind of control his public image, he became oddly a kind of American character. And people kind of warmed to him in a bizarre sort of way. It was like having Frankenstein on the loose walking around New York City or something like that with a cane and a long hat. Although this plane never takes off, this photo opportunity was presented as Senior's first flight. Perhaps Ivy Lee's most brilliant public relations move was the casting of Rockefeller as the man who gave out dimes. Don't you give a dime, Mr. Rockefeller? Oh, please. You read a dime? Thank you, sir. Thank you very much. I consider And myself... thank you for the ride. I consider myself more than amply paid. Bless you, bless you, Yes. bless you. Ces cascades de relations publiques semblent évidentes aujourd'hui et seraient sûrement exposées. Mais elles étaient assez efficaces à l'époque. Encore de nos jours, les gens lancent des 10 cents à la base de sa pierre tombale, un petit obélisque égyptien de plus de 20 mètres qui domine la dernière chaumière de John Dee à Lakeview Cemetery de Cleveland. Mais ce ne sont pas des séances de photos manipulées comme celle-ci qui ont réussi à transformer Rockefeller en héros public. Afin de gagner le public, il fallait lui donner ce qu'il voulait. Et ce qu'il voulait était très prévisible. De l'argent. Mais tout comme son père, Devil Bill lui avait appris de s'assurer dans toutes ses relations d'affaires, Rockefeller s'est arrangé pour obtenir le meilleur bout du bâton. Il allait offrir en donation sa grande richesse pour créer des institutions publiques,
mais ces dernières seraient utilisées pour façonner la société à sa guise. Comme chaque dirigeant historique l'avait réalisé, la société doit être transformée à partir de sa base. Les Américains au 19e siècle prisaient encore l'éducation et les quêtes intellectuelles. Avec le recensement de 1840 qui détermina sans surprise que les États-Unis, une nation qui avait été mobilisée par des influences comme le gros bon sens du remarquablement populaire Thomas Paine, était une nation de lecteurs avec un incroyable taux d'alphabétisation de 93 à 100%. Avant les premières lois sur la scolarité obligatoire dans le Massachusetts en 1852, l'éducation était privée et décentralisée, et ainsi une formation classique avec grec et latin et une base solide en histoire et en sciences était très répandue. Mais une nation de personnes qui pourraient réfléchir d'eux-mêmes était un anathème pour les monopolistes. Les oligarques avaient besoin d'une masse de travailleurs obéissants, toute une classe de gens dont l'intelligence a été développée juste assez pour les préparer à la vie de corvée dans une usine. C'est au cœur de cette opportunité que John D. Rockefeller arrivait avec son premier grand acte de charité publique, la création de l'Université de Chicago. Il y arrive avec l'aide de Frederick Taylor Gates, un pasteur baptiste avec qui il se lie d'amitié en 1889 et qui est ensuite devenu son conseiller philanthropique préféré. Gates a écrit un court essai, L'École nationale de demain, qui expose le plan de Rockefeller pour l'éducation. Idéalement, nous avons des ressources illimitées et les gens céderont volontiers en parfaite docilité à notre main façonneuse. Les conventions éducatives actuelles s'effacent progressivement de notre esprit, et sans être gênés par la tradition, on façonne à nos ambitions face à un peuple reconnaissant et captif. Ni eux, ni même leurs enfants devraient être encouragés à devenir des philosophes ou des hommes de connaissance ou de science. Nous n'encouragerons pas leur formation en auteurs, orateurs, poètes ou hommes de lettres. Nous ne chercherons pas à engendrer des grands artistes, peintres ou musiciens. Et nous ne chérirons pas non plus la modeste ambition de produire parmi eux des avocats, des médecins, des prédicateurs, des politiciens, des hommes d'État, dont nous avons maintenant amplement en réserve. Bien que les ressources de Rockefeller n'étaient pas tout à fait sans limite, c'était tout comme. En 1902, il a créé le Conseil général de l'enseignement pour aider à mettre en œuvre la vision de Gates pour l'école de demain du pays, avec une énorme donation de 180 millions de dollars. L'influence de Rockefeller sur l'éducation se fit ressentir presque immédiatement, et elle fut amplifiée par l'aide de d'autres monopolistes de l'époque qui approchaient le thème de la philanthropie sous le même angle. Bien que mieux connu comme un magnat de l'acier, la fortune de Andrew Carnegie a commencé sur les chemins de fer qui transportaient le pétrole de Standard Oil de Rockefeller aux quatre coins du pays. Elle fut multipliée par un investissement lucratif sur des propriétés près de Oil Creek qui fournissaient des ventes de pétrole rentables et constantes. En 1905, il a créé la Fondation Carnegie pour la promotion de l'enseignement, une fondation non taxable par laquelle Carnegie et ses nominations pouvaient diriger le développement du système éducatif aux États-Unis et éventuellement dans le monde entier. En 1910, Rockefeller a emboîté le pas en créant la Fondation Rockefeller, qui est devenue l'organisation écran non taxable pour ses ambitions philanthropiques. Comme le comité Reese, une enquête du Congrès sur les activités de ces fondations non taxables dans les années 1950 a découvert, il n'aura fallu que peu de temps avant que la fondation de Carnegie n'approche la fondation Rockefeller avec une proposition. Coopérer sur leur volonté commune de façonner le système éducatif américain à leur image. Norman Dodd, le directeur de la recherche pour le comité du Congrès qui a obtenu l'accès aux documents de la Carnegie Endowment, explique. So they approach the Rockefeller Foundation with the suggestion that that portion of education which could be considered domestic be handled by the Rockefeller Foundation, and that portion which is international should be handled by the endowment. And they then decide that the key to the success of these two operations lay in the
an alteration in the teaching of American history. So they approach 4 of the then most prominent teachers of American history in the country, people like Charles and Mary Bird, and their suggestion to them is, will they alter the manner in which they present this subject, and they get turned down flat. So they then decide that it is necessary for them to do, as they say, build our own stable of historians. And then they approach the Guggenheim Foundation, which specializes in fellowships, and say, when we find young men in the process of studying for doctorates in the field of American history, and we feel that they are the right caliber, will you grant them fellowships on our say-so? And the answer is yes. So under that condition, eventually they assemble 20. And they take this 20 potential teachers of American history to London, and there they're briefed into what is expected of them when, as and if they secure appointments in keeping with the doctorates they will have earned. And that group of 20 historians ultimately becomes the nucleus of the American Historical Association. And then toward the end of the 1920s, the endowment grants to the American Historical Association $400,000 for a study of our history in a manner which points to what can this country can it look forward to in the future. And that culminates in a 7-volume study, the last volume of which is, of course, in essence a summary of the contents of the other 6. And the essence of the last volume is the future of this country belongs to collectivism administered with characteristic American efficiency. Avec cette base pour la transformation fermement établie, la Fondation Rockefeller et compagnie se sont lancés dans un programme si ambitieux qu'il défie presque l'entendement. Ils ont transformé la pratique même de la médecine. Comme d'habitude, les oligarques qui ont financé ce changement étaient également là pour en tirer profit. Et encore une fois, John Dee a pris Devil Bill comme modèle. William Rockefeller avait appelé sa marque d'huile de serpent Nugel pour nouvelle huile, et Standard Oil a recommercialisé Nugel comme un laxatif sur leur filiale Stenco. Fabriqué sur les mêmes principes que Flit, un insecticide aussi dérivé des sous-produits de la Standard Oil, Nugel, vendu à pharmaciens à 28 cents la bouteille de 6 onces, alors que le coût pour la Standard Oil exigeait moins d'1/5 de cent à fabriquer. Les produits pharmaceutiques ont fourni une nouvelle opportunité lucrative aux oligarques. Mais dans un début de siècle en Amérique, où une grande partie de la médecine était basée sur des remèdes à base de plantes naturopathiques, ils étaient difficiles à vendre. L'oligarchie a dû se mettre au travail pour changer ça. En 1901, John D. Rockefeller a créé l'Institut Rockefeller pour la recherche médicale. L'Institut a recruté Simon Flexner, professeur de pathologie à l'Université de Pennsylvanie, comme directeur. Son frère Abraham était un éducateur qui avait été contracté par la Fondation Carnegie pour écrire un rapport sur l'état du système d'éducation médicale américain. Son étude, le Flexner Report, ainsi que les centaines de millions de dollars des fondations Rockefeller et Carnegie qui coulaient à flot dans la recherche médicale pendant les années qui ont suivi, ont abouti à une refonte radicale du système médical américain. La médecine naturopathique et homéopathique, les soins médicaux fondés sur les cures et remèdes naturels, immonopolisables et non brevetables, étaient maintenant rejetés comme charlatanisme.
Seule une médecine allopathique basée sur la pétrochimie et nécessitant des procédures médicales coûteuses et de longs séjours à l'hôpital devait être prise au sérieux. The fortunes of Carnegie, Morgan, and Rockefeller financed surgery, radiation, and synthetic drugs. They were to become the economic foundations of the new medical economy. The takeover of the medical industry was accomplished by the takeover of the medical schools. Well, the people that we're talking about, Rockefeller and Carnegie in particular, came to the picture and said, we will put up money. They offered tremendous amounts of money to the schools that would agree to cooperate with them. The donors said to the schools, we're giving you all this money. Now, would it be too much to ask if we could put some of our people on your board of directors to see that our money is being spent wisely? Almost overnight, all of the major universities received large grants from these sources and also accepted 1, 2, or 3 of these people that I mentioned on their board of directors, and the schools literally were taken over by the financial interests that put up the money. Now, what happened as a result of that is that the schools did receive an infusion of money. They were able to build new buildings. They were able to add expensive equipment to their laboratories. They were able to hire top-notch teachers. But at the same time as doing that, they skewed the whole thing in the direction of pharmaceutical drugs. That was the efficiency in philanthropy. The doctors from that point forward in history would be taught pharmaceutical drugs. All of the great teaching institutions in America were captured by the pharmaceutical interests in this fashion. And it's amazing how little money it really took to do it. L'oligarchie a donné naissance à toute une industrie médicale à partir de leur propre centre de recherche, et ainsi vendu leurs produits pétrochimiques comme remède. Il y a eu Frank Howard, un exécutif de la Standard Oil of New Jersey, qui arriverait à convaincre Alfred Sloan et Charles Kettering à faire don de leur fortune au Centre sur le cancer, qui devait ensuite porter leur nom. En tant que directeur de la recherche au Sloan Kettering, Howard a nommé Cornelius Rhodes, un pathologiste de la Rockefeller Institute, pour développer ses recherches de temps de guerre sur le gaz moutarde pour l'armée américaine dans un nouveau traitement du cancer. Sous la direction de Rhodes, presque tout le programme et le personnel militaire de développement d'armes chimiques ont été réformés dans le programme SKI de développement de médicaments, où ils ont travaillé sur la conversion du gaz moutarde en chimiothérapie. L'histoire se répète. L'huile de serpent de Rockefeller serait vendue à nouveau comme une panacée contre le cancer. Les intérêts des oligarques dans l'industrie pharmaceutique en plein essor ont convergé dans des entreprises comme IG Farben, un cartel de médicaments et de chimiques formé en Allemagne au début du XXe siècle. Le prince Bernhard de Royal Dutch servait sur le conseil d'administration d'une filiale Farben dans les années 1930. Et le cartel américain, lui, de l'opération, mise en place en coopération avec la Standard Oil, tenait sur son conseil d'administration le président de Standard Oil, Walter Teagle, ainsi que Paul Warburg de Kuhn Loeb & Co., dirigé par Jacob Schiff de la famille Rothschild. À son apogée, IG Farben était la plus grande entreprise de produits chimiques du monde et la 4e plus grande entreprise industrielle du monde, juste derrière la Standard Oil of New Jersey. La société a été démantelée après la Seconde Guerre mondiale. Mais comme avec la Standard Oil, ces morceaux sont demeurés intacts et aujourd'hui, BASF, l'une de ses divisions chimiques, reste la plus grande entreprise de produits chimiques au monde. Tandis que Bayer et Sanofi, 2 de ses divisions pharmaceutiques, sont parmi les 8 plus grandes sociétés pharmaceutiques. Insatisfaits de tenir le simple monopole mondial de l'éducation et de la médecine, les mêmes intérêts oligarchiques ont comploté pour prendre le contrôle des finances des États-Unis. En 1910, le beau-père de John D. Rockefeller Jr., le sénateur Nelson Aldrich, Frank Vanderlip de la National City Bank et Paul Warburg, ainsi que divers agents de JP Morgan, se sont réunis dans le plus grand secret sur l'île Jekyll
pour élaborer les détails de ce qui allait devenir la Réserve fédérale, la Banque centrale des États-Unis. La Fed, établie en 1913, serait gérée par des personnes soigneusement sélectionnées par les oligarques eux-mêmes et leurs associés bancaires, y compris peut-être inévitablement le président de Standard Oil et directeur de IG Farben aux États-Unis, Walter Teagle. La famille Rockefeller entrera officiellement le domaine bancaire dans les années 1950, lorsque James Tillman Rockefeller, le petit-fils du frère de John D., a été nommé directeur de la National City Bank. Pendant ce temps, le propre petit-fils de John D., David Rockefeller, prenait en charge la Chase Manhattan Bank, la banque partenaire de longue date de l'empire Standard Oil. Ce chapitre des Rockefeller est parfaitement reflété par celui de ses semblables, les Rothschild. Alors que les Rothschild avaient complété leur fortune bancaire avec des intérêts pétroliers, les Rockefeller complétaient leur fortune pétrolière avec des intérêts bancaires. Cumulant succès après succès dans la consolidation des monopoles de tous les domaines de l'activité humaine, les ambitions des oligarques sont devenues encore plus grandes. Cette fois, leur objectif était de consolider le contrôle de l'approvisionnement alimentaire du monde. Et encore une fois, ils utiliseraient la philanthropie comme couverture pour le coup d'État. The Green Revolution began in 1943 when plant geneticist Norman Borlaug and a team of researchers arrived on Mexican soil. His goal was to improve agricultural techniques and biotechnological methodologies, which in turn would help alleviate starvation and improve the living quality of developing nations. Creating new genetically modified strains of wheat, rice, maize, and other crops, Borlaug planned to win the battle against world hunger. The hope was that these new crops and farming techniques would rescue third world countries from the brink of starvation. That's exactly what happened. The agricultural innovations brought to the poverty-stricken countries gave the farmers the skills and resources necessary to sustain themselves. This triggered a chain of events that would allow these once struggling nations to survive. Agricultural exports soared in quantity and diversity and allowed the countries to become self-sufficient. As the genetically modified crops thrived, farmers were able to use their increased income to purchase newer and superior farming machinery. This increase in revenue made farming easier, more reliable, and more efficient. The Green Revolution led to the modernization of agriculture and has had a profound social, economic, and political impact on the world. The Mexican government turned to the Rockefeller Foundation in their endeavor to nourish Mexico through agriculture. Norman Borlaug, inutile de le dire, était un chercheur de la fondation Rockefeller. Et la Révolution verte, quelle qu'en soit la hausse des rendements, a également créé de nouveaux marchés pour les intérêts propres aux oligarques dans l'industrie des engrais pétrochimiques et a donné lieu à la BCDC, le cartel des semences de Archer, Daniels, Midland, Bunch, Cargill et Louis Dreyfus. Ces entreprises, ainsi que leurs intérêts associés à l'industrie de l'emballage et de la transformation des aliments, ont formé le noyau de l'agrobusiness américaine, un concept développé à Harvard Business School dans les années 1950 avec l'aide de la recherche menée par Wassily Leontief pour la fondation Rockefeller. Les géants de l'agroalimentaire américain partagent un objectif commun, le pivot de l'agriculture au tiers-monde en un marché captif pour leurs produits. Dans cette perspective, le projet a été un succès fulgurant. Dans les années 1970, le réseau Rockefeller, Standard Oil et ses copains dans l'industrie des engrais azotés, y compris DuPont, Dow Chemicals et Hercules Powder, avaient pénétré les marchés partout dans le monde. Des marchés commodément imposés à leur profit par le gouvernement américain lui-même sous le président Johnson avec son programme Food for Peace, qui a forcé les pays bénéficiaires de l'aide à la dépendance à l'utilisation des technologies agricoles pétrochimiques, engrais, tracteurs, irrigation, pesticides, etc. Dans l'impossibilité de se permettre ces nouvelles technologies d'eux-mêmes, les pauvres pays du tiers-monde, bénéficiaires de cette révolution, devaient compter sur des prêts du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Le tout géré par la propre banque de Rockefeller, la Chase Manhattan, et garanti par le gouvernement américain, donc sans risque.
Les coûts réels de la révolution verte, économiques, agricoles et environnementaux, sont rarement exposés. L'accès à ces technologies junkies de pétrochimiques et financées par emprunt a exacerbé la différence entre les riches classes des propriétaires de terrain et les paysans sans terre dans des pays comme l'Inde, où la réforme agraire et l'abolition de l'usure ont été retirées de l'ordre du jour politique juste après le début de la Révolution verte. Qui plus est, le principal succès de la Révolution, l'augmentation des rendements agricoles, a été grandement surestimé. La croissance des rendements en Inde a plutôt ralenti après l'introduction de l'agro-industrie. La destruction de l'environnement est encore plus dévastatrice. Un aperçu de l'édition de décembre 2000 de Current Science note « La Révolution verte n'a pas seulement augmenté la productivité, mais elle a aussi produit plusieurs conséquences écologiques négatives, telles que l'épuisement des terres, baisse de la fertilité des sols, la salinisation des sols, l'érosion des sols, la détérioration de l'environnement, les risques pour la santé, la mauvaise durabilité des sols agricoles et à la dégradation de la biodiversité. L'utilisation abusive des pesticides, l'irrigation et la fertilisation déséquilibrée menacent la durabilité. » Même la Fondation Rockefeller reconnaît les critiques de la Révolution verte, dont elle a financé l'existence, insistant sur le fait que les initiatives actuelles prennent en compte les leçons apprises. Malgré cela, la Fondation continue de financer la recherche et rédiger des rapports sur la façon d'améliorer la perspective de leurs investissements agro-industriels dans ces marchés ciblés. Aussi flagrante que la Révolution verte a été et continue d'être cependant, il était, à bien des égards, le prélude à un projet encore plus ambitieux, la révolution génétique. Maintenant, le projet est non seulement de monopoliser les technologies, les équipements et les chimiques pour l'agriculture du monde entier, mais à monopoliser l'approvisionnement alimentaire lui-même par le remplacement des semences naturelles du monde par des cultures génétiquement modifiées brevetables. Les acteurs impliqués dans cette révolution génétique sont presque identiques aux acteurs de la révolution verte, avec R.G. Farbin et ses rejetons comme Bayer, Crop Science et BASF Plant Science, se mêlant aux entreprises des oligarques associés traditionnels comme Dow AgroBusiness, DuPont Biotechnology et bien sûr Monsanto, tous financés par la Fondation Rockefeller et d'autres philanthropes, de la Fondation Ford à la Fondation Bill et Melinda Gates, en passant par d'autres organisations similaires. La convergence des intérêts philanthropiques de la grande entreprise avec ceux gouvernementaux et intergouvernementaux dans la promotion des cultures OGM dans le monde entier se confirme dans le nombre ahurissant d'instituts de recherche, d'associations industrielles et de groupes consultatifs consacrés à l'affaire. L'Institut Rockefeller a financé une recherche internationale sur le riz. Rockefeller Monsanto USAID Brainchild Service International pour l'acquisition des applications d'agro-biotechnologie. Rockefeller Ford Banque mondiale ont créé le groupe consultatif pour la recherche agricole internationale et des dizaines d'autres organisations à consonance innocente pour promouvoir les cultures OGM dans les marchés cibles du monde entier, avec les bénéfices se retrouvant dans les coffres des oligarques. Un exemple représentatif de cette histoire est la néocolonisation de l'agrobusiness en Argentine, où Monsanto a mis au point une fraude élaborée pour laisser le pays junkie de son soya Roundup Ready génétiquement modifié avant d'exiger des redevances sur ces cultures qui poussaient alors déjà. DuPont a pris le relais en lançant le sournois programme Protein for Life pour imposer leurs propres graines de soya génétiquement modifiées aux pays pauvres. La même scène s'est jouée pays après pays, où les cultures OGM développées par le cartel sont imposées aux économies émergentes à travers l'aide alimentaire, généralement pendant les périodes de famine, lorsque ces pays sont particulièrement vulnérables. Seule une poignée de pays, comme la Zambie ou l'Angola, ont catégoriquement rejeté ce coup d'État OGM de leur approvisionnement alimentaire, généreusement subventionné par le gouvernement américain au profit du cartel de l'agro-industrie.
Des pionniers mafiosos de la jeune industrie pétrolière aux ingénieurs sociaux machiavéliques et fraudeurs géopolitiques, les oligarques ont parcouru une longue route depuis l'époque de l'huile de serpent, de Devil Bill, de charlatans. Mais leur recours à toutes sortes de tromperies et de ruses pour escroquer le public démontre bien comment John Dee et le reste des oligarques construisent leurs intérêts commerciaux. Comme le 20e siècle tirait à sa fin, il est devenu évident que le puissant cartel qui a bâti l'industrie pétrolière, Rockefeller, les Rothschild, les royaux britanniques et néerlandais, n'était plus à propos du pétrole, s'il l'avait déjà été. La prise en charge de l'éducation, de la médecine, du système monétaire, de l'approvisionnement en nourriture elle-même, démontre que l'objectif est beaucoup plus qu'un simple monopole pétrolier. C'est la quête de la monopolisation de tous les aspects de la vie pour ériger le système parfait de contrôle sur tous les aspects de la société, dans tous les secteurs où un concurrent à leur pouvoir pourrait émerger. Ils ont remarquablement réussi, ont presque défié l'impossible. Du puits de pétrole à la pompe à gaz, de la ferme à la fourchette, de l'hôpital aux médicaments, du forage au dollar US, il n'y avait presque plus d'aspects de la société qui n'étaient pas sous leur contrôle. Mais les oligarques n'ont pas terminé. Leur prochain projet, lancé à la fin du 20e siècle, est presque trop ambitieux pour être compris. Il ne concerne pas le pétrole, il ne concerne même pas l'argent. C'est la monopolisation de la vie elle-même. Ils ont passé des décennies à préparer cette prise de contrôle et à canaliser leurs ressources ahurissantes au service de leur plan. Et la grande majorité de la population mondiale, toujours victime des tours de passe-passe que les oligarques ont perfectionnés depuis longtemps, sont sur le point de se faire lessiver, encore une fois. Ladies and gentlemen, the battle against climate change is surely the most defining and pivotal challenge of our times. Even in a world full of daunting perils and crises, it is hard to imagine anything that poses a greater challenge and opportunity for humanity. The negative impact of population growth on all of our planetary ecosystems is becoming appallingly evident. The science is unequivocally true, and that there is a price to carbon in their future. What do you see as the biggest challenges in conservation? The growing human population. Because if where we are, there's nothing else. We have to start spending money, fast on the solutions that we have in hand to try and help these countries which are already seeing the effects of climate change today and seeing the effects of our consumption, basically. David Rothschild, thank you so much for joining us here on Bloomberg. Down in Pennsylvania, there is plenty oil, they say, petroleum, we must all have some. The oily field